C'est l'ouverture de l'édition de ce dimanche 5 mai. Merci à tous de nous rejoindre dans le grand journal d'Ivoire TV. Voici le sommaire de ce bulletin. Le monde entier célébrait ce mercredi 1er mai l'édition 2019 de la Fête du Travail. À Bouaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire, les populations se sont exprimées sur leurs conditions de travail, du plaisir, toujours du plaisir à se mettre à la tâche, en dépit des difficultés. Dans le même temps, Paris, la capitale française, était le théâtre de violentes manifestations. Cette journée du 1er mai s'est vite transformée en journée de colère. Forces de l'ordre et gilets jaunes se sont livrés à plusieurs heures de bataille rangée. Au Bénin également, ce n'était pas la grande quiétude dans cette journée du 1er mai. Dans les rues de Cotonou, il n'était pas question de grogne sociale, mais des affrontements extrêmement violents ont opposé durant 2 jours les forces armées aux partisans de l'opposition. Et l'Allemagne qui vole au secours du Burkina Faso dans la lutte antiterroriste. Berlin a promis dégager une enveloppe de 46 millions d'euros pour soutenir le Burkina Faso, alors que se tenait en même temps dans la capitale burkinabé le sommet du G5 Sahel, avec la présence des dirigeants des États membres. Les Ivoiriens, à l'instar du reste du monde, célébraient ce mercredi 1er mai la fête du travail dans la localité de Bouaké, capitale de la région du Béquet. Cette journée s'est déroulée sans grande festivité particulière. En tout cas, pour la plupart des travailleurs, commerçants, cultivateurs, artisans, tout le monde était comme d'habitude devant son ouvrage. Le point avec notre correspondant dans la région. À l'instar des autres localités de la Côte d'Ivoire, la fête du travail a été célébrée ce mercredi 1er mai 2019 à Bouaké, chef-lieu de la région de Béquet au centre de la Côte d'Ivoire. À cette occasion, l'équipe d'Ivoire TV s'est rendue dans des quartiers de la ville pour s'enquérir du quotidien de certains travailleurs exerçant dans de petits métiers. Au marché de Ndakro, hommes et femmes s'attellent à leurs tâches quotidiennes pour subvenir à leurs besoins malgré la subsistance des difficultés. Je vends de la viande importée avec je vends tout ce qui est aliment. Quelquefois ça va, quelquefois ça va pas. Bon, on fait comment, on est là, on est dedans. Bon, ce que je voulais dire à mes sœurs ivoiriennes, bon, c'est de se mettre au travail. C'est vrai que ça va pas, mais on n'a qu'à faire quand même. Je suis venu m'installer ici juste au point de Bahama. On peut dire que c'est pas passion. C'est pas passion par amour, parce que j'aime la chose. Mes temps libres, je le passe à la couture. Quand il s'agit de bosser, je retourne aux études. Bon, à l'ensemble des populations du monde, je pourrais dire que le jour du travail est vraiment un jour à honorer, parce que le travail, c'est le travail qui nourrit son homme. Voilà, donc je pense que nous, Ivoiriens, nous sommes appelés à nous mettre au travail afin de pouvoir développer ce pays. On vend tous les kecha pour la sauce, comme tu vois. Ça fait pratiquement 10 ans que je suis dedans. Pas facile avec le prix des choses, le prix du marché. La vie est chère. La fête du travail, c'est une fête pour tout le monde. Tous les fonctionnaires, comme nous qui sommes au marché aussi. Bon, c'est une occasion aussi pour s'adresser au gouvernement, qu'ils n'ont qu'à nous regarder, la vie est chère. Après Ndakro, Kapemi sur Nzuekro, un quartier périphérique de Bouaké. Loin des bruits de la ville, Antoine Kwasi et ses amis travaillent la terre. Plus d'une décennie au service de ses concitoyens, le travail de la terre, peut-on le dire, n'a plus de secret pour notre interlocuteur du jour. Sa spécialité, les cultures maraîchères. Je fais le jardin comme activité. Je cultive des choux, des tomates, et de la salade, des courgettes et des concombres. Contrairement aux autres travailleurs, Antoine Kwasi, avec une passion inouïe pour les cultures maraîchères, se réjouit des revenus de sa production. Souvent ça sort au bon prix, souvent ça ne marche pas trop, mais on est dedans. Pendant ces 10 ans, pour escolariser mes enfants, il n'y a pas de problème. Chaque année, je gagne tout ce qu'on me dit, toute la somme qu'on demande, je trouve et je paye. Il n'y a pas de crédit sur moi.
1er mai 2019 à Bouaké, l'on retiendra que seul le travail paye. L'on enregistre également des réactions au sein de la classe politique à l'occasion de cette célébration. Au nombre de celles-ci, ce message du président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, qui en a profité pour rappeler la portée historique du combat du PDCI-RDA pour la cause des travailleurs ivoiriens et d'appeler le pouvoir en place à consolider le dialogue social en vue d'améliorer les conditions des travailleurs. On l'écoute. Le PDCI-RDA se souvient avec vous que c'est encore un syndicat et de braves travailleurs qui, en juillet 1944, avec à leur tête le président Félix Houphouët-Boigny, ont créé le syndicat agricole africain pour lutter contre les discriminations coloniales et les injustices que subissaient les planteurs africains. Vous comprenez que la Côte d'Ivoire moderne a connu ce beau parcours grâce aux agriculteurs avec le syndicat agricole africain qui est devenu en 1946 le PDCI-RDA. Chers Ivoiriens, le PDCI-RDA croit au travail. Le PDCI-RDA croit dans les valeurs de progrès et de l'effort. Le PDCI-RDA croit que seul, par le travail bien fait, le bonheur est possible. Le PDCI-RDA croit que vous méritez de meilleures conditions de vie et de travail pour tous. C'est pourquoi j'invite le gouvernement à consolider le dialogue social pour mieux répondre aux nombreuses préoccupations des travailleurs. En France, la journée du 1er mai a été marquée par de violents affrontements entre gilets jaunes et forces de l'ordre. C'est à Paris que les principaux incidents se sont produits, avec à la clé plusieurs dizaines de blessés et plus de 200 arrestations. Comme à Paris, plusieurs autres agglomérations françaises ont été le théâtre d'émeutes lors de la célébration de la fête du travail ce mercredi 1er mai. Des milliers de personnes rassemblées place Montparnasse. Un dispositif sécuritaire impressionnant. Cette fois, les autorités ne voulaient pas se faire surprendre. Pour éviter tout débordement, compte tenu de la présence de groupes subversifs tels que les Gilets jaunes ou les Black Blocs, plus de 7400 éléments des forces de l'ordre ont été déployés sur le terrain tôt dans la matinée pour anticiper sur les rassemblements qui ont effectivement débuté autour de 10 heures. Plus de 4 heures après le démarrage officiel du défilé du 1er mai. Inévitablement, les choses n'ont pas tardé à dégénérer. Jets de projectiles contre tirs de gaz lacrymogène, une fois de plus, la confusion a pris le pas sur la raison. Pour les Gilets jaunes, la présence des forces de l'ordre n'est autre qu'une manifestation du refus du pouvoir d'accorder une chance à la négociation. Quand on est président de la République et qu'on voit qu'il y a une grogne sociale, on n'y répond pas en mettant des forces de l'ordre dans la rue, des canons à eau, des véhicules blindés, etc. On écoute, et on écoute vraiment, on ne fait pas semblant d'écouter. Pour les travailleurs venus participer au défilé, si la présence des Gilets jaunes et des syndicats peut se justifier, la fête du travail, c'est avant tout la célébration des valeurs de l'activité. Le 1er mai ne m'appartient pas et je pense que le gros problème, c'est justement si on pense que les mobilisations appartiennent aux syndicats, les mobilisations elles appartiennent à tout le monde et elles deviennent vraies quand tout le monde s'en empare et pas quand c'est les syndicats qui les possèdent. Ce qui est important pour nous, c'est que les gens luttent pour leurs droits, pour que on augmente les salaires, qu'on préserve les services publics, les retraites, etc.
Donc tous les apports sont bons. Les gilets jaunes, dans la mesure où ils se battent aussi, c'est parfait. Au total, ce sont plus de 220 personnes qui ont été interpellées au terme de ces échauffourées, avec à la clé de nombreux blessés. Les chefs coutumiers veulent reprendre le bâton d'autorité dans la gestion des crises qui secouent leur région. Vous l'aurez compris, nous sommes donc à l'ouest de la Côte d'Ivoire où l'Union des chefs a entrepris une tournée de sensibilisation dans le but d'apaiser les tensions, notamment relatives au conflit foncier. Isaac Tao y était. Voici son compte rendu. En vue de trouver des solutions durables aux conflits fonciers récurrents à l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément dans les régions du Cavalier du Guémont, l'Union des chefs a entamé une tournée d'explications et d'informations récemment dans les départements de Diokwe, Bangolo, Fakobli et Kwibli. Le sens de cette motivation avec Blanchard Do, chef de la délégation. La motivation véritable ou générale de la mise en place de la mission, c'est la gestion des terroirs naturels du peuple ouai. Mais cela s'explique en deux termes. Il faut voir ça en deux termes. En court terme, nous sommes en train, après la mise en place de l'union des Ouai, nous sommes en train de sensibiliser et informer notre peuple à l'effet d'adhérer totalement à cette union. Joseph Tawo, chef du canton Zrabaon, a quant à lui rassuré les populations de l'engagement de l'union à jouer un rôle prépondérant désormais dans les crises des forêts. Abondant dans le même sens, Sa Majesté Badia Keïséa II, chef de canton Péomé, dans le département de Fakobli, a donné une ouverture sur les solutions envisagées pour sauvegarder la cohésion sociale. Le problème majeur qui a entraîné des palabres incessantes dans nos régions, c'est le conflit foncier. Et pour pouvoir résoudre ces conflits fonciers, il faut se mettre ensemble. Il faut que l'Union puisse créer un tribunal coutumier traditionnel au niveau de nos deux régions pour que nous puissions résoudre ces problèmes tant bien que nous. Le conflit foncier était bien avant cette crise post-électorale. Et ça s'est aggravé pendant cette crise et ça s'aggrave encore. Il va falloir prendre les taureaux par les cornes et pouvoir résoudre au plus pressé ces conflits fonciers. Il est à la base de toutes les difficultés, de tous les problèmes que nous avons eus et que nous connaissons encore dans nos régions. Autre préoccupation évoquée par l'ensemble des chefs visités, l'établissement des badges qui feront d'eux des membres de l'Union des Ouai. Aussi, les femmes ont-elles revendiqué leur place au sein de l'Union pour accompagner les hommes dans la résolution des conflits à l'ouest de la Côte d'Ivoire, chose qui était interdite jusqu'alors en pays Ouai. On prend la direction de Sefra dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Les routes de cette localité sont dans un état déplorable. La voirie est quasi inexistante et les populations semblent exténuées par cette situation qui freine, il faut le dire, le développement de la région. Et effectivement, nous avons un sérieux problème à Saint-Fra. Les routes sont vraiment dégradées. Et si aujourd'hui nous avons quelque chose à demander à l'État de Côte d'Ivoire, vraiment c'est la route dans la ville de Saint-Fra. Parce qu'il y a au moins 3 voies dans la ville par lesquelles nous devons procéder, nous pouvons procéder pour pouvoir bien travailler. Mais ces 3 rues sont complètement dégradées. Et il y a une seule voie à Saint-Fra aujourd'hui qui peut donner un peu de l'image de la ville. C'est la route venant de Yamsokro partant à Gagnoua ou à Issia. Mais vraiment, si nous avons quelque chose à dire aujourd'hui à l'État de Côte d'Ivoire, c'est de vraiment nous aider à voir les routes. Nous avons beaucoup de problèmes avec les voies. Les voies ne sont pas bitumées, c'est qui cause beaucoup de problèmes. On est obligé de peindre chaque année la boulangerie, de vitrer même pour protéger le pain. Parce que si le pain n'est pas vitré, si on ne vitre pas la boulangerie, ça peut causer, la poussière peut causer beaucoup de problèmes au pain. Ce qui peut provoquer la perte de plusieurs clients. Vraiment, on souffre. Il n'y a pas de route sincèrement à Saint-Fra ici. Les routes là sont, il y a assez de creux même. Et ce que moi je pensais, la grande voie du carrefour Douafla,
jusqu'au trésor, il faut que les gens fassent dos d'âne. Parce qu'il y a assez d'accidents. Hors de nos frontières, ce qui a marqué l'actualité au Burkina Faso a été très animé cette semaine, surtout sur le front diplomatique, avec le sommet du G5 Sahel qui a réuni dans la capitale burkinabé 5 chefs d'État de la sous-région, dont le président Roch-Marc Kaboré. Le point de ses arrivées avec nos confrères de la télévision burkinabé. Accolade entre le président Roch Kaboré et son homologue Ibrahim Boubacar Keïta. Les hymnes nationaux du Burkina et du Mali retentissent pour saluer l'arrivée de l'hôte de marque à Ouagadougou. Deuxième chef d'État à fouler le sol burkinabé, le président Mahamadou Issoufou du Niger. Après le cérémonial d'accueil, les deux chefs d'État s'entretiennent brièvement au salon présidentiel. Dans la foulée, le président Roch-Marc Christian Kaboré accueille le président Mohamed Ould Abdel Aziz de la Mauritanie et Idriss Déby Itno du Tchad. Une haie d'honneur constituée d'officiels et des ressortissants de ces pays est dressée pour souhaiter la bienvenue aux chefs d'État. Tous sont à Ouagadougou pour la tenue du sommet extraordinaire du G5 Sahel, prévu ce jour dans la capitale burkinabé. Et la question sécuritaire qui préoccupe également les partenaires extérieurs du Burkina Faso. La chancelière allemande Angela Merkel était justement à Ouagadougou ce mercredi 1er mai pour aborder le sujet avec son homologue Roch-Marc Kaboré. 46 millions d'euros, c'est le montant de l'aide militaire que Berlin compte apporter au Faso dans le cadre de la lutte antiterroriste. On repart avec nos confrères de la RTB. Tapis rouge pour Angela Merkel au palais présidentiel de Kosiam. Cette visite est une première du genre. Angela Merkel est la toute première chancelière allemande à se rendre au Burkina Faso depuis son accession à l'indépendance en 1960. Après l'exécution des hymnes nationaux, place à la séance de travail. Au cours de cette séance, plusieurs aspects de la coopération germano-burkinabé ont été abordés. Sur le volet humanitaire, l'Allemagne annonce une aide de plusieurs millions d'euros pour les déplacés internes. J'ai également présenté à mon hôte le point de la situation humanitaire avec les déplacés internes et la fermeture des écoles dans certaines zones. Sous ce chapitre, l'Allemagne a annoncé une aide de 46 millions d'euros qui devait nous permettre de mieux prendre en charge la question sécuritaire au nord et à l'est du pays et conduire des actions qui aideront à renforcer la résilience des populations dans ces zones. Le Burkina Faso est engagé dans une lutte sans merci contre le terrorisme. Et à ce sujet, l'Allemagne envisage de renforcer sa coopération à travers des dons d'équipements au profit des forces de défense et de sécurité. Nous avons mis l'accent sur le renforcement de la formation de nos forces de défense et de sécurité, y compris en matière de droits humains et de droit international humanitaire, ainsi que la possibilité d'une dotation en équipement. Lors de la visite du ministre des Affaires étrangères allemand à Ouagadougou en février 2019, il a réaffirmé la volonté de l'Allemagne d'inscrire le Burkina Faso dans le programme d'aide à l'équipement au profit des forces armées étrangères, et ce, à partir de 2021. Dans le cadre de la lutte sous-régionale contre le terrorisme, l'Allemagne apporte son concours financier pour la mise en œuvre de la force conjointe G5 Sahel. Et au jour d'aujourd'hui, son financement s'élève à plus de 60 millions d'euros. 60 millions d'euros, c'est la contribution de l'Allemagne. Ça, c'est versé dans le cadre du volume total des sommes affectées pour la force conjointe G5 Sahel. Et pour ne pas avoir trop de charges bureaucratiques en ce qui concerne les initiatives d'équipement bilatéral, nous allons essayer de passer par le hub de coordination qui existe à Bruxelles. Et puis après,
les pays peuvent voir ce que l'on peut contribuer pour ne pas créer trop de charges bureaucratiques pour les autorités. En France, si voilà, quelque chose est fourni par l'Union européenne, par la France, par l'Allemagne. Mais l'Allemagne a versé sa contribution. Tout ce que nous avons consenti a été versé et sera versé. Pour le chef de l'État burkinabé, l'efficacité de la lutte contre le terrorisme dans la sous-région est tributaire de la résolution du conflit libyen. Rochmark Christian Kaboré invite alors les grandes puissances à se pencher sérieusement sur le cas de la Libye. Mais en attendant, cette visite restera un tournant dans les relations de coopération entre le Burkina Faso et l'Allemagne. 2 morts et de nombreux blessés, c'est le bilan des heurts qui ont éclaté dans les journées du 5 et 6 mai à Cotonou au Bénin. À l'origine de ces violences, l'important dispositif armé déployé autour de la résidence de l'ex-président Boni Yayi qui a fait penser aux partisans de l'opposition qu'il s'apprêtait à y avoir une tentative d'arrestation du leader de la FCBE. Retour sur ces journées enflammées avec Eudoxie Kouakou. Pneus brûlés, course-poursuite entre manifestants et forces de l'ordre, intervention musclée des militaires pendant 2 jours. Dans les journées du mercredi 1er et du jeudi 2 mai, la capitale béninoise avait l'allure d'un champ de bataille. Au lendemain de la validation des résultats du scrutin législatif contesté du 28 avril par la Cour constitutionnelle, des heurts d'une rare violence ont éclaté entre policiers et manifestants aux encablures de la résidence de l'ex-chef d'État, Thomas Yayi Boni. À l'origine de ce débordement, des rumeurs circulant sur une arrestation imminente du leader du FCBE par les forces armées, dont la présence autour des lieux ne faisait que faire grimper l'inquiétude chez les partisans de l'opposition. La mobilisation ne s'est pas fait attendre. Des milliers de personnes se ruent sur les lieux, déterminées à empêcher ce qu'ils perçoivent comme une forfaiture dans un pays où le jeu démocratique est pris pour modèle en Afrique. On continue, on continue. Nous n'avons pas peur de la prison. La prison est faite pour pas pour les chiens. C'est pour les hommes comme nous. Oui, on n'a pas peur de la mort. Un jour on mourra. Lui-même il mourra un jour. Donc pour nous, la démocratie est chère pour nous, peuple béninois. C'est pourquoi on s'est levé. Nous ne sommes pas d'accord que le talent puisse tuer notre démocratie comme ça. On n'est pas d'accord. Il ne pourra pas tuer notre démocratie. S'il n'a pas peur des votes, il n'a qu'à reprendre les élections, soit il démissionne. C'est l'un ou l'autre. Il reprend les élections avec tous les partis en lice et nous verrons si le peuple approuve ces méthodes ou il reprend et le peuple n'approuve pas et il tire les conclusions. Nous sommes pacifiques. Dans les minutes qui suivent, c'est un ballet de personnalités qui défile à la résidence de Yayi Boni à Kadjehoun. D'anciens chefs d'État, des personnalités politiques de premier plan, tous se veulent solidaires de l'ancien président. Très vite, les autorités démentent. Selon le directeur de la police nationale, Nazer Ounokbe, il n'y a aucune possibilité de l'arrêter. Mais les manifestants n'y croient pas. La tension reste vive jusqu'au lendemain avant que le calme ne revienne. Bilan de ces journées folles, au moins 2 personnes tuées et de nombreux blessés pour des élections législatives que la communauté internationale et l'ensemble des partis d'opposition considèrent comme un recul pour la démocratie avec un taux de participation de moins de 28%. Pour rappel, les partis d'opposition avaient appelé au boycott d'un scrutin auquel l'opposition a été exclue. Une compagnie de transport de véhicules de poids lourds entièrement féminine capture le Ghana et plus précisément dans la cité portuaire de Takoradi à la découverte de Lady Bird Logistics qui se distingue, je vous le répète, par son personnel exclusivement féminin. Pour la promotrice de Lady Bird, il s'agit avant tout de repositionner la femme dans un secteur encore très largement dominé par les hommes. Au volant de son camion, Abigail Asoumadou Amoa prend d'assaut les routes du Ghana pour briser les stéréotypes. Elle est conductrice pour Lady Bird Logistics, une entreprise qui n'emploie que des femmes. Je suis tellement fière. Ça m'a beaucoup aidée. J'encourage donc les autres femmes. On a des entreprises, mais une entreprise exclusivement féminine, c'est la première fois. Pas seulement au Ghana, mais dans le monde entier. C'est dans la ville portuaire de Takoradi, véritable plaque tournante pour les entreprises de transport, que Payine Marfo dirige sa société. Dans un secteur à prédominance masculine, sa démarche favorise l'autonomisation économique des femmes et apporte quelques avantages. Je pense que les conductrices sont plus prudentes. Elles sont très prudentes. C'est peut-être un truc de femme, parce qu'on pense toujours aux enfants qu'on a à la maison et on ne veut pas prendre certains risques.
Chaque jour, au Ghana, des centaines de chauffeurs de camions se rendent sur les routes délabrées du pays pour transporter le pétrole vers les sites miniers, un travail traditionnellement réservé aux hommes. Une enquête réalisée en 2014 a révélé que seulement 0,3% des femmes ghanéennes étaient employées dans le secteur des transports et du stockage, contre près de 8% des hommes. L'initiative de Payine Marfo est globalement bien accueillie par les conducteurs masculins. Nous n'avons pas eu d'incident majeur jusqu'à présent. Je pense qu'il y a maintenant beaucoup de respect de la part des hommes et ils se rendent compte que ces femmes sont de bonnes conductrices. Lady Bird emploie aujourd'hui plus de 20 femmes et a de grandes ambitions pour l'avenir. Comme Abigail, ces conductrices veulent donner l'exemple dans le pays et espèrent influencer d'autres secteurs d'activité. Euganix, le terme pourrait vous paraître étrange pour bon nombre d'entre vous, mais c'est bien le nom d'un savant remède contre le paludisme. Conçu en Ouganda par une jeune entrepreneur, ce savon fabriqué à base de citronnelle fait déjà des émus. Le reportage. Yvonnie a 80 ans, maman de 7 enfants, elle connaît trop bien le paludisme. Ses enfants ont tous été touchés. Il y a 8 mois, elle a reçu un savon qui la protège, elle et sa famille, contre les moustiques porteurs du parasite. Avant d'utiliser ce savon, on attrapait toujours le paludisme. Mais depuis qu'on l'utilise, les cas de paludisme ont diminué. On n'est plus malade. Joanne, elle aussi, a souffert toute son enfance du paludisme. Aujourd'hui, elle s'est donnée pour mission de combattre ce fléau. C'est elle qui a eu l'idée de fabriquer un savon à base de citronnelle qui repousse les moustiques. Vous utilisez notre savon comme un savon normal pour se laver. Nous recommandons aux utilisateurs de ne pas mettre de parfum ou de crème avec une forte odeur et notre savon sera efficace entre 5 et 6 heures. Joanne a créé son entreprise en 2016. Elle emploie 27 personnes et espère en embaucher plus. Ces savons, elle les vend à prix réduit. 200 familles ont pu en profiter car les produits anti-moustiques ne sont pas à la portée de tous. Nous vendons notre savon à un prix fort aux hôtels et aux personnes qui ont les moyens afin de réduire le prix pour les personnes à faible revenu comme dans les campagnes. Ce sera au même prix qu'un savon normal. Joanne est consciente que son savon n'est pas la solution miracle contre la maladie, mais elle espère contribuer à diminuer le taux d'infection. Le paludisme tue 600 000 personnes dans le monde chaque année. Le bras de fer se poursuit au Venezuela entre les pro-Maduro et pro-Guaido. Cette semaine encore, chaque camp a tenté une démonstration de force dans les rues de Caracas. La bataille pour la légitimité, c'est ce qui pourrait déterminer l'issue de ce conflit, à l'usure au nez depuis l'autoproclamation de l'ex-président de l'Assemblée nationale en janvier dernier. Illustration sur ces images où l'on voit le président Maduro marcher aux côtés des militaires. L'armée reste un soutien de taille pour le successeur de Hugo Chavez qui fait face à la pire adversité dans l'histoire du bolivarisme avec la défiance sans précédent que lui impose son rival soutenu par une partie de la communauté internationale dont les États-Unis. Ce mot de l'actualité sportive pour terminer et on retourne en Côte d'Ivoire où s'est déroulé ce 14 avril la première édition du Festival des Arts Martiaux dans la commune de Songon. Des dizaines de festivaliers ont pris part à cet événement organisé par la Firmas Club. Le compte-rendu de l'événement en vidéo. Effort de paix et du vivre ensemble. Tel était le terme de la première édition du Festival des Arts Martiaux, organisé par la FIM-AMA Club Karaté de Maître So. C'est dans une bonne ambiance que s'est déroulé ce 14 avril 2019 dans l'enceinte de la gendarmerie de Songon. Après un tour d'honneur des festivaliers dans les différentes artères de la commune, suivi de démonstrations à la place publique de Songon par les différentes écoles d'arts martiaux venues de Dabou, Songon et Abidjan. Cette première édition a vu la participation de plusieurs jeunes filles, comme pour dire que le cliché de la femme fragile n'a plus sa place dans notre société actuelle. En prenant l'orientation du karaté, les femmes ont compris que ce art leur offre élégance, souplesse et confiance en soi. Je me nomme Kone Afshata, je suis en classe de 4e au collège Modèle Bessot de Lombé. Quand j'étais petite,
J'ai vu mes camarades faire des démonstrations quelque part et j'ai dit à mon père que je veux faire du karaté. Et mon père m'a dit, les filles, il ne faut pas karaté. Et le lendemain, il est parti m'inscrire au club de karaté, surtout au club de Dabou. J'ai appris beaucoup de choses. Première chose que je suis allée, on m'a fait marcher. Et après, j'ai passé ma grade jaune et orange et ils m'ont sauté de plus. Le Shotokan m'a apporté du bien et de médailles, beaucoup de médailles. Je fais pour mes défauts et pour défendre et pour dire à mes amis le karaté est bon pour la vie et pour la santé. Ce festival dédié à l'effort de paix, selon son initiateur Maître So, a rappelé lors de son allocution les vertus des arts martiaux qui, bien avant d'être un exercice physique, est une source d'enrichissement spirituel, de discipline et une école de maîtrise de soi. Il exhorte les jeunes à s'impliquer davantage ainsi que les personnes du troisième âge, afin de cultiver la paix et le vivre ensemble, gage de cohésion sociale et de tout développement. Nos enfants, lorsque nous les amenons à l'école de la maîtrise de soi et à l'école de la discipline, mais nous ne faisons qu'encourager ces valeurs-là en famille, au travail, dans la rue, partout. Nous sollicitons également que tout le monde se lance dans la pratique des arts martiaux parce qu'en vérité, c'est une école de santé, c'est une école de spiritualité, c'est une école d'attaque et de défense. C'est donc terminé pour l'édition de ce dimanche 5 mai. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans une semaine pour une autre édition du Grand Journal sur Ivoire TV. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.